Bonjour, aujourd'hui mon TV est à Thonon-les-Bains pour visiter la pisciculture domaniale de Rives où nous allons découvrir l'élevage des poissons. Bonjour, bienvenue à la pisciculture de Thonon. Voilà, je me présente, je m'appelle Gaëtan et ça fait maintenant 12 ans que je suis employé à la pisciculture de Thonon. Vous êtes ici dans la plus grande pisciculture d'Europe, si je puis me permettre, au niveau repeuplement. Parce que nous produisons ici 5 espèces, 3 espèces principales qui sont la truite fario, l'omble chevalier et le corégone, plus connu sous le nom de ferrat au lac Léman. Nous produisons également 2 autres espèces, à savoir la truite arc-en-ciel et l'ombre commun, que vous verrez par la suite lors de notre visite. Donc je disais, la plus grande pisciculture d'Europe au niveau repeuplement, c'est-à-dire de relâcher le poisson dans les milieux naturels, à savoir le lac Léman, le lac du Bourget, donc le lac Léman à côté France, côté Suisse, nous avons un accord avec la Suisse en face. La pisciculture se nomme l'APERA, donc c'est une association pour la mise en valeur piscicole des plans d'eau en Rhône-Alpes, donc le Léman, le lac du Bourget. Et sachez que c'est une pisciculture qui a été créée aussi en 1885, donc il y a bientôt 130 ans. Comment se passe l'élevage du poisson? Alors ici, tu te retrouves dans la salle d'incubation des ombles chevaliers et des truites fario. Les deux espèces dont je t'ai parlé tout à l'heure, à savoir qu'il y en a 5, hein, donc je les répète, l'omble chevalier, la truite fario et le corégone, plus connu sous le nom de ferrat au lac Léman. Ces 3 espèces, donc ça rajoute 2 autres espèces depuis maintenant 2-3 ans, à savoir donc la truite arc-en-ciel et l'ombre commun. Dans un premier temps, ces 2 espèces-là, nous allons les oublier, si je puis dire, et vraiment se concentrer sur les poissons qui sont le corégone, dont vous voyez les œufs ici, les truites fario, ainsi que les ombres chevaliers, parce que ce sont ces 3 espèces qui seront déversées au lac Léman, ainsi qu'au lac du Bourget. La salle d'à côté, qui est identique à celle-ci, on y incubera des œufs de ferrat, des œufs de corégone. Donc il faut savoir que la saison aussi démarre au mois de novembre, décembre, pour la récolte de ces œufs, qui au fur et à mesure du temps, au premier jour d'incubation, comme c'est le cas pour les stades, tu vois, le premier jour d'incubation, c'est-à-dire les œufs qui viennent ici à la pisciculture, sont au premier jour, donc il n'y a pas vraiment grand-chose, vous voyez, c'est des petits, tu vois, c'est des petits œufs. Après, il se passe 3 semaines après, à peu près, environ 3 semaines après, on voit apparaître, si tu peux me dire, les yeux, exactement, les 2 petits points noirs qu'on voit dans l'œuf. Ensuite viendra 3 semaines, 1 mois après, on appelle ça des alevins. Voilà, on a un peu systématé, mais des alevins, et là on arrive sur l'étape de l'éclosion. Donc il y a le premier jour, le 30e et le 60e, si je puis dire. Et généralement pour les ombres chevaliers et les truites fario, c'est également la même durée à quelques jours près. A savoir que dans cette salle, on peut stocker jusqu'à 3 millions d'œufs. On peut en mettre 3 millions. Donc, chaque jour que les œufs arrivent à la pisciculture, on va les litrer. Donc, on va les mettre dans une éprouvette pour avoir notre litrage. Et pour les œufs d'omble chevalier, dans 1 litre, dans une éprouvette d'1 litre, je sais que j'en ai 12 000. J'ai 12 000 œufs par litre. Pour les farios, les truites fario, on les compte à 8500 œufs par litre. Donc chaque litrage ensuite passe dans cet incubateur qui lui sera alimenté en eau. Il va être placé comme ceci, tu vois, avec un tuyau qui vient comme ça, là je ne l'ai pas sorti, mais je pourrais te le montrer tout à l'heure. Et chaque incubateur va être branché comme ça. Et donc l'eau va rentrer dans le tuyau, descendre le long et ressortir comme ceci par surverse. Et dans un incubateur comme celui-là, on peut mettre jusqu'à facilement 4 litres. Donc 4 litres d'œufs, 4 x 12, on va dire 48 minutes. On peut mettre à peu près 50 000 œufs dans un incubateur comme celui-là.
Alors pour les terrains, les corégones, l'incubateur lui va changer. Il va être dans la salle d'à côté déjà et visser. Comme nous avons un pas de vis. Et on garde le même principe que cet incubateur là, c'est-à-dire que l'eau remonte par-dessous et sert au brassage des œufs, parce que c'est des œufs que tu remarques, hein, que là on les compte pas à 12 000 ou 12 500, ils sont tellement petits qu'on arrive à 90 000 œufs par litre dans un seul litre. Donc là c'est des œufs tellement petits et tellement collants qu'on est obligé de les mettre dans ces incubateurs là et de créer une vague d'œufs pour pouvoir d'une part qu'elles ne se collent pas entre eux en fait. Ici au premier jour d'incubation, donc vraiment l'œuf qui sort du ventre de la femelle, hein, de la maman. Ensuite, après le stade œillet, on va voir apparaître les petits yeux, l'éclosion où tu peux apercevoir donc les petits yeux, la colonne, et qu'est-ce que tu vois dessous le ventre, il est quelle couleur? Il est orange. Il faut que tu saches qu'à ce stade-là de l'éclosion, le poisson il n'a pas de bouche. Il n'a pas de bouche. Donc du coup il ne peut pas manger. Et cette petite poche orange, qu'on appelle la vésicule, on va attendre qu'elle se résorbe. Donc en fonction de la température aussi, ça mettra plus ou moins longtemps. Cette année ça a bien mis 3 semaines à 1 mois avant que la vésicule se résorbe et que la bouche se passe. Donc tout doucement, la poche va disparaître, parce que c'est ça, la vésicule comme ça, c'est sa réserve de nourriture en propre. Hein. Et donc là, cette poche va disparaître pendant 3 semaines, 1 mois, et la bouche elle va se créer, va se former. À partir de ce moment-là, on arrive autour de janvier, février, où le poisson va venir en surface, venir chercher sa bulle d'air, et là, à partir de là, il va commencer à pouvoir se nourrir. C'est très très fin, parce qu'en fait, la nourriture va varier en fonction aussi de la taille de la bouche du poisson. J'ai des gros poissons qu'on pourra aller voir tout à l'heure, ils font 4-5 kg. Le granulé, il fait 9 mm. Donc un peu moins d'un centimètre, il est bon comme ça. Tu vois, si tu donnes un granulé comme c'est le cas ici, je ne peux pas bien l'avaler. Hein. Donc le travail quotidien, le matin, les pisciculteurs arrivent, font leur vidange. Voilà, on enlève l'eau, par exemple. On enlève cette bombe qui fait la hauteur d'eau. Donc si je l'enlève, ce qui se passe, c'est que le niveau d'eau descend. Et ça permet de chasser à l'aide du balai. D'ailleurs, tu remarques, hein, il y a un balai par auge, on appelle ça une auge. On appelle ce bassin-là une auge, oui. Et on a un balai par auge. À ton avis, tu sais pourquoi? Pour nettoyer, voilà. Comme ça, toi, je pousse les saletés tous les matins. On pousse les saletés comme ça, qui partent dans les canaux. Voilà. Et à ton avis, pourquoi il y en a un par bassin? Tu saurais me dire la réponse? Bah, tout simplement, si ton bassin ici est malade, et que tu le nettoies avec, et que tu passes à côté sur un bassin qui n'est pas malade, tu risques de contaminer. Tu risques de transmettre la maladie de ce bassin au bassin d'à côté. Nourrisseur, c'est un tapis. C'est une boîte comme ceci. On appelle ça un nourrisseur parce que c'est lui qui va nourrir le poisson. Alors tous les matins, pareil, avec la minuterie qui est à côté, tous les matins, le tapis est tiré. Alors ce bassin-là, je ne l'ai pas nourri aujourd'hui parce que demain, on va le trier. C'est-à-dire on va séparer les gros des petits, hein, je vous l'expliquerai après tout à l'heure. Et donc demain, pour éviter qu'il stresse de trop, qu'il consomme trop d'oxygène et qu'il soit malade par la suite, on le nourrit pas la veille. Donc ce bassin-là, je ne l'ai pas nourri. Tout le reste est nourri, hein, comme tu peux voir. Et là, c'est pareil, à l'aide de la balayette, tous les jours, on nettoie. Hop, on nettoie, on fait tomber la nourriture de la veille dans le bassin. Voilà. Et on vient y déposer, avec le seau et la petite pelle, la nourriture le long. Comme ça. Ensuite, en refermant ce couvert, la nourriture, grâce à la minuterie que tu vois là, la nourriture, elle, va tomber, puisque le rouleau, tu vois, il va s'enrouler pendant une dizaine d'heures. Pendant à peu près 10 heures, donc là, je faisais ce matin, il était 8 heures. Tu vois, on est à un peu plus de la moitié de la journée. Ah, ce soir, c'est terminé. Le tapis sera arrivé au bout. Et le lendemain matin, on recommence. Donc là, je suis actuellement en train de trier un lot de trucs d'arc-en-ciel. Donc j'ai un peu de mortalité. Ce matin, je me suis aperçu que j'avais un peu de mortalité, vous voyez.
C'est pas énorme hein, par rapport à tous les poissons que j'ai pu sortir à présent. Là, ce que j'ai récolté depuis 3 heures maintenant de tri, donc c'est très peu, mais un tri permet justement d'éviter cette mortalité en les séparant des petits des gros, parce que c'est avant tout un poisson cannibale, je puis dire. C'est un poisson qui se mange entre eux. Donc les gros vont attaquer les petits et même les petits vont vouloir manger les moyens. Et donc cette machine me sert de trieuse. C'est ce qui va permettre de me calibrer les poissons. Donc les poissons à l'usage sont tout simplement mis dans ce petit bac. Et ils vont descendre le long du rail. Vous voyez ici qui tourne ici vers l'extérieur. Et ça va permettre aux poissons, le rouleau qui tourne comme ça va permettre aux poissons de descendre. Donc, pour réaliser ce tri, c'est certain qu'au préalable, j'ai réglé mes écartements entre mes barreaux. Donc ça ne se voit pas bien à l'œil nu, mais j'ai un écartement plus fin sur le haut du trieur, plus rapproché, et en bas plus large. En gros, je grossis, mes barreaux sont comme ça. Et les petits, tout simplement, vont tomber entre les barreaux ici, donc ils vont passer dans ce bac. Les moyens vont tomber un peu plus loin, tomber ici, et les gros en bout de course là-bas. Donc nous avons les petits, les moyens et les gros. Chaque lot est comptabilisé, c'est-à-dire que chaque lot, à chaque fois, à chaque tri, je prends 100 poissons, je les pèse et j'arrive à avoir le poids d'un poisson. Et ça, c'est des poissons qui partiront ensuite en friture. Il faut savoir que depuis 2 ans, on fournit, on livre des restaurants. Au bord du lac, on en a 3, 4. On a 4 restaurants. Et on envoie du poisson qui fait 4 grammes, entre 4,5 grammes et 5 grammes. Pour de la friture, tout simplement plongé dans la friteuse, frit et mangé comme ça. Alors ici, tu es au cœur même sous le hangar, où tu as différents styles de bassins. Tu vois, tu as le cylindre conique, parce qu'il y a un cylindre ainsi que le cône vers le bas, qui lui est propice au démarrage des ferras, du corégone. En fait, je t'ai montré ça dans la salle tout à l'heure, les petits œufs. Donc celui-là, il est vraiment propice, ce bassin, au développement, au démarrage, donc au premier nourrissage, quand tu vas commencer à nourrir le corégone. Ensuite, il est également très très bon pour le développement des truites arc-en-ciel, comme tu as pu voir, c'est le crier là. Alors celui-là, lui, il va être utilisé surtout le circulaire, ouais, il est circulaire, il n'est pas conique comme celui d'à côté, il est circulaire. Et lui, il va être bon pour le développement des truites. Donc là, tu as des truites arc-en-ciel, hein, tu vas t'approcher, on voit. Et dans ce bassin, tu as de la truite fario, comme tout à l'heure. Voilà. Tu as ensuite les sucres carrés. Donc c'est des bassins qui sont carrés sur votre côté. Et ceux-là sont propices au développement des ombles chevaliers. Alors l'eau nous vient du lac, Léman. Dans la salle tout à l'heure à l'intérieur, je n'en ai pas parlé, mais on a une petite arrivée d'eau de source, tu vois, avec la montagne qui descend comme ça. On a une petite quantité d'eau de source, qui n'est pas énorme parce qu'elle est de 17 mètres cubeurs. Et là, on est surtout ici sur l'eau du lac Léman, qui est puisée à 23 mètres de profondeur et à 200 mètres de là où nous sommes, au large du port. Voilà. Et on a une température qui peut varier entre 4 degrés l'hiver, et moi j'ai vu jusqu'à des 18 degrés l'été. Donc il y a une amplitude thermique assez importante. Donc nous avons pour le captage de cette eau au Léman une salle de pompage avec 3 grosses pompes, 2 de 200 mètres cubes et une de 360 mètres cubeurs, et qui permettent donc d'aspirer l'eau du lac et de l'envoyer dans la pisciculture, ou nos poissons. Voilà. Et ensuite, cette eau retournera au lac par le biais des canaux, ça repasse sous la route, sous le parc, et ça retourne au lac. Donc après, tu me disais les traitements, on ne traite pas l'eau, on la traite pas en entrée, on la reçoit telle quelle. Et par contre, il nous vient ils arrivent de faire des traitements au peroxyde d'hydrogène, donc c'est de l'eau oxygénée, hein, tout ça, sur des poissons qui peuvent être malades. Après, sinon, l'eau, on ne la traite pas. Il y a tellement un gros volume d'eau qui rentre dans la pisciculture qu'on ne pourrait pas se permettre de traiter tout le volume d'eau. Je vais vous montrer nos plus gros poissons, approchez-vous, n'ayez pas peur. Hein. Je vais montrer les plus gros poissons qu'on ait à la pisciculture.
plutôt la truite arc-en-ciel. La plus grosse, c'est à peu près 4 kg. Et c'est des poissons qui servent pour des concours de pêche. Parce qu'on leur fournit en truite arc-en-ciel des APPMA, des associations de pêche. Et on fournit aussi des boîtes, des entreprises privées qui voudraient faire un concours de pêche. On leur met toujours, en plus de cette truite-là arc-en-ciel portion, généralement c'est une centaine de kilos qu'on nous achète pour aller mettre ça, pour aller les mettre dans un plan d'eau, pour pouvoir les pêcher à la ligne par la suite. On leur propose toujours une ou deux grosses truites comme celle-ci. Comme ça, lors du concours, la personne qui aura pris le plus gros poisson aura un gros lot, ou voilà, c'est un trophée quelque part. Et là, comparé à la fario, je ne sais pas si vous voyez, la fario, je vous dis tout à l'heure, elle a des points rouges. L'arc-en-ciel, elle a une bande rosée sur tout le long du corps. Tu vois? Voilà. Ouais, joli. Tu peux la sortir de l'eau, et tu l'assommer quelqu'un. On n'a pas pris la poudre, c'est sympa. Vous voyez, on va la laisser comme ça. Et cette nageoire-ci, c'est typique du salmonidé. On appelle ça la dipole. Vous verrez que sur des poissons, mais c'est salmonidé, tout comme le saumon, la truite fario, la truite lacus, l'ombre chevalier. Ils ont tous petites nageoires comme celle-ci là. Ah, arrête de bouger. Comme celle-ci là. C'est bon. On va pouvoir la remettre à l'eau.